Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du quart d'heure de célébrité, l'émission qui donne la parole à celles et à ceux qui gagnent à être connus. Aujourd'hui, je reçois Patrick Goffman. Bonjour. Bonjour, je gagne pas grand chose, hein, je vais me le dire tout de suite. Bien. Alors, je vais présenter Patrick Goffman et nous passerons aux questions que je lui ai préparées. Alors, vous êtes essayiste et vous avez commencé votre parcours à l'OCI, ce qui signifie... Essayiste et romancier, à l'occasion. À l'occasion. L'organisation communiste internationaliste. Voilà. Trotskiste. Trotskiste, hein, donc. Lambertiste. Et alors, vous en êtes fait virer. Eh oui. Voilà, comme quoi on peut s'en Se faire virer du goulag et de la Légion. Après avoir collaboré, le terme est de circonstance, à l'Humanité. Hein, et non, avant. J'ai pas collaboré avant. À l'Humanité avant d'être viré, parce que j'aurais été viré plus vite que ça. C'est ça. Ah oui, mais vous collaboriez quand vous étiez à l'OCI, forcément. Non. Non. Mais non. Ah bon. On peut pas être trotskiste et collaborer à l'Humanité. Ah Qu'est-ce que vous nous racontez? Tout ça m'échappe, parce que pour moi, c'est les communistes. Il y a une certaine animosité entre les deux courants. Ouais. Stalinien et stalinien, comme j'aime à les appeler maintenant les trotskistes. Et alors, vous êtes passé à la presse nationaliste et au Patriote. Patriotique, voilà. J'aime bien. Et donc au Front National, donc vous êtes adhérent ou pas? Non. Je soutiens le mouvement national dans sa totalité, pas seulement le Front National. Très bien. Et alors vous définissez vous-même en tant qu'antilibéral et antimondialiste, on peut dire ça? Oui. Bien. Alors, vous avez collaboré aussi à une émission de Serge de Beketch sur Radio Courtoisie. Quelqu'un qui n'avait pas sa langue dans sa poche. Et désormais, vous êtes passé en éclair à Novopresse, qui est l'agence de presse du Bloc identitaire. Et donc, vous sortez récemment un livre qui est là, Vengeance de femmes. Voilà. Est-ce que vous pouvez en dire 2 mots déjà pour commencer? De ce livre? Bah oui. Eh bien, c'est une anthologie des vengeances de femmes les plus pittoresques à travers l'histoire, la littérature, les faits divers, la mythologie. Alors ça vise d'abord à amuser la galerie, je pense que c'est un livre amusant, on me le dit, on me le concède. Et incidemment, sur 2 ou 3 pages seulement, à contrer le néo-féminisme américain qui soutient qu'une femme qui égorge son mari dans son sommeil est en état de légitime défense, ce qui me paraît un petit peu excessif. Ah oui, ça va jusque-là. Bon. Alors je vous ai invité parce qu'on vous voit très peu dans les médias, hein, c'est moins qu'on puisse dire. C'est un scandale. Or, vous venez de passer chez Frédéric Tadei, donc ce soir ou jamais, et moi-même, vous m'aviez envoyé l'information, on ne se connaît pas, mais je sais pas, j'ai reçu un mail en disant je passe ce soir. Bon, alors on a relayé ça parce que, est-ce que c'est vrai que vous n'êtes jamais passé à la télévision à part cette émission-là? Non, ce n'est pas vrai. Bon, j'ai refusé les rares invitations de la télévision pendant très longtemps, ouais. Mais depuis que j'ai été arbitrairement exclu de Radio Courtoisie, ouais. Un service qu'on m'a rendu, comme mon exclusion de l'OCI, viré du goulag, viré de la Légion, viré de l'hosto. J'ai beaucoup de chance, moi, dans ma vie et dans mes exclusions. Ouais. Je me suis mis à accepter ces invitations. Donc, je suis notamment passé 2 fois d'affilée sur LCI en 2008 pour mon livre sur Hillary Clinton. Sur LCI? Ouais, et la deuxième Télévision fois, capitaliste. Ouais. Attention. Et là, oui, mais propre, décente, il me semble. D'autant que la deuxième fois, j'étais invité pour que Michel Field, me le dise devant tous les spectateurs. La dernière fois, il y a eu polémique et c'est vous qui aviez raison, ce qui m'a mis du baume au cœur. Ouais. Eh bien, écoutez, donc, est-ce qu'on peut parler quelques secondes ou quelques minutes sur cette émission de Ce soir ou jamais? Donc, qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous pensez de la télévision aujourd'hui, des débats? Est-ce que vous y avez trouvé votre intérêt, vous, d'auteur et d'essayiste? Ouais, il faudra demander les statistiques de vente de l'éditeur ouais. dans quelques temps. Mais surtout, j'ai trouvé une atmosphère intéressante, une grande liberté de parole. J'étais même surpris de voir à quel point M. Tadei était discret, presque trop. Mm-hmm. Et puis... Bon, mais j'ai trouvé que ça passait, que c'était intéressant, qu'on pouvait réellement s'exprimer. Nous, effectivement, patriotes qui sommes si peu invités. Ouais. Alors, il vous a présenté quand même comme nationaliste, comme... Bon, c'est beaucoup dire, mais enfin, ça a pu lui faire plaisir, et ça a assuré un peu le spectacle. Patriote, ça suffit, quoi. Le
nationalisme, c'est la haine d'autrui, le patriotisme, c'est l'amour de la patrie. Et d'ailleurs, vous avez rectifié pendant l'émission. Discrètement. Je n'allais pas insulter mon hôte. Alors, pour préparer cette émission, j'ai fait un petit tour sur Wikipédia, parce que je n'ai pas beaucoup d'estime pour cette encyclopédie, mais enfin, il faut reconnaître qu'il y a un certain nombre d'informations dessus. Et j'y ai lu que Didier Deninx, donc, voilà, qui est un journaliste très engagé, on va dire à gauche, pour être gentil. Selon lui, vous êtes un des piliers... À gauche de la police. Ah, peut-être. La police de la pensée, au moins, déjà. Mais vous êtes un des piliers du réseau rouge-brun national bolchevique. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous confirmez Je confirme que c'est une idiotie verticale. Je parlais de police, la campagne en 93 contre le prétendu réseau rouge-brun est d'ailleurs partie de la police de M. Jox, du pli, qui était la lettre confidentielle, heureusement confidentielle, 300 exemplaires de M. Jox, qui a dénoncé ce réseau, et puis ça a été relayé par un certain nombre de médias. Le malheur pour ces gens, c'est qu'on a vu très vite, et on voit encore, que ce réseau n'existe pas, n'a jamais existé. Alors on était une bande d'intellos qui assumions, qui essayions de comprendre, de suivre le déplacement électoral du Parti communiste vers le Front National. C'est un événement qu'on essayait non pas d'assumer, de promouvoir, mais de comprendre. Et qui s'est confirmé depuis d'ailleurs. Oui, qui est massif. On vient de sortir un sondage, 36% des ouvriers vont voter Marine, 2% pour Mélenchon, le grand ouvriériste. Et qui avait été symbolisé, je fais une petite parenthèse, par le passage de Soral du Parti communiste à... C'était en cours, oui. Donc il n'y avait pas de réseau, on était une douzaine de copains à discuter, à analyser ce phénomène, et c'est tout. Et alors, on nous a accusés à l'époque, mais je me souviens d'avoir un trésor de guerre de plusieurs milliards de dollars. Alors je mangeais déjà des nouilles à tous les repas à l'époque, donc je réclamais ma part à corps et à cri, je ne l'ai jamais vu. Oui, parce que vous définissez comme pauvre aussi, c'est assez intéressant. Bah écoutez, je viens d'être promu de chômeur à retraité à moins de 500 € par mois, alors si c'est pas pauvre, je ne sais pas ce qu'il vous faut, mais enfin je ne veux pas m'en vanter spécialement. Mais enfin le trésor de guerre des nationaux bolcheviques, je voudrais bien mettre la main dessus un de ces jours. Alors on avait dans la bande Limonov qui depuis, ultérieurement, est allé créer le Parti national bolchevique en Russie, avec un succès mitigé d'ailleurs. Même si ces livres, par contre, ont beaucoup de succès là-bas. Mais ce réseau n'a jamais existé. C'était une invention policière, du policier socialiste Jox, relayé par l'écrivain policier Deninx, qui est d'abord un policier avant d'être un écrivain. Très bien, voilà qui est dit. On invitera M. Deninx s'il veut. Œil Deninx, je l'appelle. Œil Deninx, oui. Alors, pour situer politiquement les gens, parce que vous êtes un peu... contrairement à ce qui est dit là, je trouve que vous êtes un peu difficilement situable, parce que vous êtes un esprit libre, donc comme tous les esprits libres. Mais j'ai une habitude, c'est de demander quel est le pays qui incarne le mieux, selon vous, la politique qui est un idéal pour vous. Russie. La Russie, d'accord. La Russie de Poutine, alors. Ou celle de Medvedev. C'est pas la même, hein. Oh, l'opposition entre eux n'est pas vraiment très violente. Non, je suis comme 80% des Russes de Russie et des Russes de la diaspora dont je suis. J'idolâtre le bon président, le bon colonel Poutine qui a remis le pays sur ses pieds, quoi, indéniablement. D'accord. Et comment ça se traduit politiquement, selon vous, alors? Ça se traduit avec énergie et... tout de même dans la démocratie, avec quelques dérapages de temps en temps. Je pense que précisément Limonov et son nouvel ami Kasparov, on pourrait les laisser défiler. Oui, par exemple. Je ne comprends pas pourquoi on les met dans le panier à salade systématiquement, mais enfin, en dehors de ces quelques dérapages, je suis enchanté de la façon dont son Excellence Vladimirovitch Poutine. Bon, il y a quand même un problème de démographie important, mais ça, on n'est plus trop dans la politique, encore que. Mais je ne sais pas si vous voulez en parler. Bon. Alors, je suis un peu vieux pour régler les problèmes démographiques, même en Russie. Même en Russie, oui. Alors, vous avez travaillé, je le disais tout à l'heure, avec Serge de Beketch, qui est un peu une idole dans certains milieux.
qui est beaucoup plus honni dans d'autres, hein. Et il se targuait d'avoir le portrait d'Hitler, et j'ai pu le vérifier avec son fils qui me l'a confirmé en direct. Et vous me disiez, je ne suis pas au courant, même si apparemment Hitler ne le laissait pas insensible. Émeric de Beketch, pardonnez-moi de vous contredire sur le net, mais je suis allé des centaines de fois, parce que j'ai travaillé pendant des années avec Serge de Beketch dans son bureau, et je n'ai pas vu ce portrait. Ouais. Alors, bon, je vais changer mes lunettes, mais je comprends pas. Ça vous aurait choqué si vous l'aviez vu sur son bureau Oh, choqué, il tenait des propos comparables qui me choquaient pas, mais vous comprenez, quand je me souvenais de ce qu'il est allé faire la queue devant l'ambassade d'Israël pour s'engager dans Tsahal au moment de la guerre des 6 jours, je me disais que ses propos philo-hitlériens de temps en temps ressemblaient plus à des plaisanteries ou à des provocations qu'à autre chose. Bon, par ailleurs, c'était un cœur d'or. Est-ce que vous savez pourquoi il s'est engagé dans Tsahal? Non, il a essayé, parce que comme la guerre n'a duré que 6 jours, il était encore à faire la queue devant l'ambassade. Mais à l'époque, oui, la guerre d'Algérie venait de se terminer, donc il y avait Brignot, là, le milicien, Beketch et plein d'autres qui faisaient la queue, parce que, à mon avis, de façon très légitime, ils assimilaient le conflit autour d'Israël à celui que venaient de perdre les pieds noirs. Très bien. Alors donc, je le disais aussi, vous sortez un nouveau livre qui s'appelle Vengeance de femmes. Oui, parlons de Vengeance de femmes. Voilà, et parce que vous êtes bon, vous fustigez et vous dénoncez la féminisation de la société depuis très longtemps, à tel point que vous êtes présenté par des initiés comme le principal inspirateur sur ce thème de Alain Soral et d'Éric Zemmour. Alors, quelle est la part du vrai et du faux là-dedans? Alors, je ne sais pas qui a lancé cette rumeur que j'ai déjà entendue 2 ou 3 fois, mais je ne suis pas assez vaniteux, assez paranoïaque pour penser que j'inspire ni Soral ni Zemmour. Peut-être que je les ai précédés, oui, certainement, je les ai précédés. Ça, c'est un fait. Donc. Mais enfin, l'antiféminisme ou même la misogynie d'avant-guerre, ils n'ont eu qu'à y retourner. Ah, vous les trouvez misogynes carrément? Parce qu'ils sont contre la féminisation, mais est-ce que pour autant on peut être contre la féminisation sans être misogyne? Bon, en principe, on peut être antiféministe. Il y a d'ailleurs la majorité écrasante des femmes sont antiféministes. Ouais. Et elles l'expriment très souvent, en privé, en public. Mais dans mon cas, j'avoue qu'il y a un certain fond de misogynie. Ouais. La misogynie classique d'avant-guerre, classique et ultra dominante. Donc Soral et Zemmour n'ont pas demandé la permission pour retourner cette misogynie et cet antiféminisme classique, qui était celui de la reine Victoria aussi, qu'elle exprimait avec violence. Ouais. Voilà, non, bien sûr que non. Et d'ailleurs, je me réjouis de les voir faire mon travail encore mieux que moi, beaucoup mieux que moi. Il passe un peu plus dans les médias que vous, oui. Oui, nettement, oui. Ouais. Mais Zemmour a beaucoup plus de talent que moi, et de culture, et d'esprit, d'à propos. Ouais. Alors chacun jugera. Mais ce qui m'intéresse, c'est comment vous définissez-vous votre misogynie, ou la misogynie en général? Bah, vous connaissez le mot de Sacha Guitry, les femmes, je suis contre. Tout contre. Ouais. Ça suffit pour définir la misogynie? Voilà, je les aime avec un H, et même une H, à l'occasion. C'est-à-dire que je les aime, ou je les ai aimés un peu trop. Quoi. Ah, vous êtes drogué, quoi. Ça m'est souvent... voilà, j'ai reçu ça, le pouvoir féminin, comme une drogue. Ouais. Les femmes comme des dealers qui vous donnent une autre dose gratuite jusqu'à ce que vous ne puissiez plus vous passer de leur cam, et là, elles sortent la batte de baseball. Ouais. Voilà, je les ai trop aimés et ça m'a coûté cher. Mais est-ce que la solution à ça, c'est pas la fidélité, finalement? Oui. Oui, ce serait la solution si c'était possible. Moi, j'aurais voulu rester toute ma vie avec la toute première, dont j'étais absolument fou, et c'est elle qui m'a quitté. D'accord. Mais vous auriez pu faire ça avec une autre, peut-être? Parce que... Non? Une fois que ça échoue une fois, c'est mort, vous direz? Écoutez, un pucelage, l'honneur et les allumettes, ça ne sert qu'une fois. Bien. Alors... Bon, j'avais d'autres questions sur Thierry Ardisson, mais vous me dites... Moi, je pensais que vous le connaissiez, mais en fait, vous me dites que vous ne le connaissez pas. Alors je n'ai pas cet honneur. Voilà, grand honneur, d'ailleurs. Mais j'avais quand même une question à vous poser sur le mode Ardisson, parce que... D'ailleurs, il est avec nous, je l'ai amené ici, donc voilà, je le prouve. Il posait souvent des questions à l'envers. Bon, alors, est-ce que vous pourriez, parce que vous qui êtes
anti-américain, je pense qu'on peut le dire, vous le revendiquez même parfois. Est-ce que vous pourriez citer 3 choses absolument laudatrices sur les États-Unis d'Amérique? Comme j'ai appris à lire sur place, même que j'ai appris à boire en Angleterre, je citerai d'abord leur sens de l'hospitalité, et puis leur énergie qui est légendaire, et ça n'est pas pour rien, et puis le sens de la liberté d'expression qui est garantie, je crois, par le premier amendement. Ouais. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a un parti nazi là-bas, par exemple. Voilà. Ça vous plaît? Non. On revient à Hitler. Non, ça me plaît pas, mais je pense que il vaut mieux les voir défiler de temps en temps pour en rire. On dit souvent que le nazisme, le fascisme ont échoué dans les pays anglo-saxons, comme en France d'ailleurs, à cause de leur sens du ridicule. Donc c'est pas mal qu'ils défilent de temps en temps et que la masse de la population se dise bon, les pauvres. Ils n'ont pas compris ce que le Führer lui a compris dans le bunker avant de mourir, quand il a dit textuellement « Le mouvement est mort et ne renaîtra jamais ». Il faudrait qu'on leur fasse connaître cette déclaration. Ah oui, alors Renaud Camus n'est pas d'accord avec ça d'ailleurs, puisqu'il dit que Hitler a gagné la guerre. C'est une deuxième carrière d'Hitler, je ne sais pas si vous connaissez ce texte. Où il dit non, je m'en passerai. Bien. Ah, Renaud Camus, c'est pas trop votre cas, disons. Ne m'obligez pas à tenir des propos qui vous obligeront, vous, à couper dans le... Bon. Mais disons, pour cette dernière question, puisqu'on arrive au terme de ce quart d'heure de célébrité, toutes les meilleures choses ont une fin. J'ai une question, sans vouloir faire de transition avec le sujet précédent, mais quand même Marine Le Pen, dont on... Voilà, merci. Dont on parle beaucoup en ce moment, enfin, de plus en plus, essaye de dédiaboliser le Front National, et il y a des photos qui circulent d'elle avec des néo-nazis ou autres, et elle a un peu de mal. Est-ce que vous comprenez cette stratégie? Est-ce que vous pensez qu'elle peut aboutir, ou au contraire que c'est peine perdue puisqu'elle s'appelle Le Pen, et parce que le père est toujours président, et parce que l'histoire, le passif, pour ne pas parler du passé, est trop lourd? Je pense en effet, oui, que c'est peine perdue, et que quand elle aura fini de décaféiner ou de désalcooliser le front, ce ne sera plus le front. Mais elle sera peut-être sous-secrétaire d'État au tricot. C'est tout le mal que je lui souhaite. Bon, c'est que De Gaulle était sous-secrétaire d'État avant de partir à Londres. En effet. C'est pas un avenir que vous souhaitez? Marine, De Gaulle, bon... Le rapprochement est peut-être un peu... Oui, mais je vous provoque là, justement. J'essaie de... Mais bon, je ne lui veux aucun mal. Elle défend nos idées en les délayant un petit peu dans la limonade. Bon, tant mieux, elle le fait assez bien. Mais enfin, copiner, derrière la dédiabolisation, il y a le copinage, un copinage excessif avec des médias qui ne nous aiment pas de toute façon, qui ne nous aimeront jamais. Et alors, dernière question. Et ils ont bien raison. Comment vous voyez l'avenir du mouvement patriote dans ce pays? Je ne le vois pas très nettement, ma vue baisse, mais bon, il porte tous mes espoirs, parce que je pense que le pays va mal, l'Europe et l'Occident vont mal, et que on est passé d'un côté à l'autre du cheval après la guerre. On expliquait tout par la race avant la guerre. Maintenant, on n'explique rien et on nous explique même que les races n'existent pas. Il y a trop de laxisme, il y a trop d'immigration, il y a trop de désordre. J'en voudrais, mon patriotisme se borne là, un peu moins de bordel, un peu moins d'immigration, un peu moins de désordre et de misère et de souffrance des nationaux. Ouais. Bah écoutez, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Patrick Goffman d'avoir accepté notre invitation, malgré, on doit le dire, malgré certaines personnes qui vous ont fortement déconseillé de venir ici. Oui, par coïncidence, j'ai reçu des messages très déplaisants pour vous, Jean Robin, mais qui m'ont encouragé à venir encore plus vite vous rencontrer. Donc peine perdue pour ces gens-là qui ne voudraient pas que vous puissiez vous exprimer librement partout. Merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. N'oubliez pas que la liberté d'expression ne vaut que si elle est partagée par tous. Et à très bientôt pour un nouveau quart d'heure de célébrité avec ou sans Ardisson. Ouais. Au revoir.